Bonjour à tous, ça c'est un peu clairsemé, ce sera peut-être pas aussi intéressant que la présentation de Business et Décision. Donc Maël Fablet, avocat au barreau de Nantes, intervenant en droit du numérique et de la protection des données. À mes côtés, vous avez Stéphane Baïkov. Bonjour à tous. Également Oui. avocate au barreau de Nantes et intervenant dans le même domaine d'activité. Ça fait 3 ans maintenant qu'on intervient avec Stéphane au Salon de la Data, c'est toujours un plaisir. Et ça fait 3 ans qu'on vous bassine avec le RGPD. Promis, l'année prochaine, si on est invité, on change, on parlera d'autre chose. On pourra parler peut-être d'open data, de production de bases de données, des choses différentes. Mais bon, après, il y a l'actualité, hein, c'est difficile de... Le RGPD est un peu incontournable quand même depuis quelques années. En 2017, on était un peu en amont de l'entrée en vigueur du texte. On avait fait un tour d'horizon de ce qui vous attendait. L'année dernière, on avait pris un ciblage plus marketing, gestion de la prospection, consentement, etc. Et cette année, comme le titre l'indique, 18 mois plus tard, on va essayer de faire un petit tour, un petit bilan, en se reposant notamment sur les bilans de la CNIL. On a eu un retour un petit peu chiffré des statistiques de la CNIL sur la façon dont le RGPD a été appliqué, et puis vous faire un petit aussi retour d'expérience sur la façon dont nous on a géré ça pour nos clients. Sachant qu'on ne va pas refaire un tour d'horizon complet cette fois-ci. Vous avez sans doute suivi plein de formations, vous avez entendu plein de gens bavards parler du RGPD dans tous les détails. On va, compte tenu de l'heure qui nous est impartie, on va se concentrer sur 4 thèmes qui nous semblent vraiment prioritaires. Si vous n'y êtes pas encore mis, c'est vraiment maintenant ou jamais. 4 choses qui vont de toute façon vous être applicables, que vous soyez dans le monde du public, dans le privé, milieu associatif, que vous soyez une entreprise B2B, B2C, un artisan, un avocat, tout le monde est concerné. On va parler du registre des traitements, on va parler des mentions d'information et de la gestion des droits des personnes, on va parler un petit peu de la sécurité sous les aspects plus juridiques et de la gestion des tiers, les relations avec les tiers quand vous externalisez vos données. Donc ça veut dire qu'on va faire l'impasse sur plein d'autres sujets qui sont aussi des obligations, hein, mais qu'on ne pourra pas traiter en détail, comme la mise en place d'un délégué à la protection des données, les analyses d'impact, la gestion des durées de conservation. Tout ça est très intéressant, mais il faut faire des choix. Si vous déjà vous êtes au carré sur ces 4 thèmes, c'est déjà un très bon début, et c'est à notre sens en tout cas aujourd'hui la priorité. Voilà. Vous n'allez pas échapper quand même à un petit rappel des bases. On est obligé de passer par là. Petite introduction quand même, parce que c'est toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel sur le sujet. Donc vous avez ce règlement qui est rentré en vigueur le 25 mai 2018, en application le 25 mai 2018, donc qui a vraiment changé en profondeur la façon dont on gère les données, dont on doit se mettre en conformité pour la gestion des données personnelles en Europe. Donc ça concerne toute l'Europe, hein. On n'est pas qu'à l'échelle française, avec une harmonisation vraiment des process. Pour autant, voilà, protection des données, traitement de données personnelles, de quoi on parle vraiment, parce qu'il y a parfois un peu de confusion. Donc une donnée personnelle, une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui permet, selon la définition légale, hein, d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc là, ça peut être extrêmement large. Donc évidemment, un nom, un prénom, une adresse, des coordonnées, etc. Ça va être de la donnée personnelle, mais on a des choses très indirectes. Là, vous avez ici une liste absolument non exhaustive de ce que peuvent être des données personnelles. Et vous voyez que ça va assez loin, puisqu'on peut avoir des choses comme une adresse IP, un numéro de matricule, un numéro de fidélité client, parce qu'à un moment, indirectement, cette information va se rattacher à une personne. Dans le monde du marketing, vous avez des données personnelles très étendues, vous avez les goûts. La démonstration de Beaumanoir était assez intéressante. Vous voyez la tendance d'achat des personnes, leur appétence à acheter tel ou tel produit à tel rythme, selon telle saison. Tout ça, c'est de la donnée personnelle. Deux idées à retenir là-dessus, c'est que déjà, le texte ne couvre pas que le numérique. Une donnée à caractère personnel peut être physique ou numérique. Évidemment, aujourd'hui, les données personnelles sont essentiellement quelque part sur des serveurs, on est essentiellement sur du numérique, mais ce n'est pas... le texte couvre également ce recueil de CV que vous avez mis dans un classeur et oublié dans un tiroir. Vous avez de la donnée personnelle papier, le texte s'applique de la même façon à ces données. Et l'autre idée sur laquelle je voulais un petit peu insister, quand on parle de données personnelles, ce n'est pas en opposition à données professionnelles. C'est-à-dire que les données personnelles sont des données qui se rattachent à la personne, mais qui peuvent être du ressort de la vie privée comme du ressort de la vie professionnelle. Et c'est ça qui peut paraître un peu étonnant. Par exemple, une adresse email pro, vous prenez mon adresse email pro, maël.fablet@ey-avocat.com, qui n'est absolument pas une donnée sensible, qui est publique, vous pouvez la trouver sur le barreau de Nantes.
m'envoyez pas des spams pour autant, mais c'est en tout cas une donnée qui est professionnelle, mais qui est une donnée à caractère personnel selon la définition, puisque mon nom est dedans, donc on peut m'identifier. Et donc, c'est pour ça que ce texte va s'appliquer également, contrairement à ce que certains peuvent penser, au monde du B2B. Dans le monde du B2B, vous vous dites, j'ai pas de données personnelles, j'ai que des clients industriels, etc. Oui, mais vos clients industriels qui sont des sociétés, vous avez des contacts, vous connaissez les personnes des achats, vous avez leur numéro de ligne directe, vous avez leur adresse, vous avez le nom des dirigeants, vous avez de la même façon du côté de vos fournisseurs qui sont dans la plupart des cas des business aussi, enfin c'est jamais des consommateurs, en tout cas en général. Vous allez avoir des contacts dans le service de vente, dans le service logistique, vous allez avoir des adresses email, vous allez donc avoir de la donnée personnelle. Certes, beaucoup moins sensible que dans le monde du B2C, on n'est pas du tout sur le même niveau de risque, sur le même niveau d'enjeu qu'une entreprise qui fait du B2C, mais ça reste de la donnée personnelle, et donc ces obligations vous sont également applicables, même si elles sont effectivement moins lourdes et plus simples à gérer. Voilà. Je ne vais pas vous imposer toutes ces définitions en détail, mais simplement, pareil, de la même façon, avant de rentrer dans le texte et de vous dire, bon, voilà, j'ai 150 obligations à respecter, il faut vous poser la question de savoir si vous êtes, quel est votre statut en fait par rapport à ça. Et ça, il y a vraiment une démarche de se dire, bon, quel est mon rôle face à ces données? Est-ce que je suis un responsable de traitement, un sous-traitant, un destinataire, un co-responsable de traitement? Il y a un petit enjeu de qualification au début. Globalement, si je reviens sur le slide d'avant, là vous avez à peu près les grands blocs de données personnelles classiques dans une entreprise. Vous avez ce gros pôle RH, ce gros pôle client, les fournisseurs, et puis le fourre-tout que j'ai appelé autres. Quand vous êtes... le texte s'applique en priorité au responsable de traitement. Le responsable de traitement, on dit celui qui détermine les finalités et les moyens. De manière un petit peu plus pragmatique, c'est effectivement celui qui décide quelles données on traite et pourquoi, et qui en a l'usage. Si je prends le monde des RH, toutes les données des salariés, qui décide qu'à un moment, on a besoin de telle ou telle donnée pour faire travailler quelqu'un et le payer? C'est l'employeur. Donc, dans le monde des RH, le responsable de traitement sera systématiquement l'employeur. De la même façon, dans le monde client, qui détermine de quelles données j'ai besoin pour livrer une commande, pour répondre à une question, pour faire de la prospection? Est-ce que j'ai besoin de telle ou telle donnée, de telle ou telle information sur mes clients pour pouvoir leur proposer des offres adaptées? C'est l'entreprise qui dessert ses clients qui va être responsable de traitement. A l'inverse, et Stéphane en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, vous pouvez être dans une situation où vous vous retrouvez à traiter des données, mais qui sont finalement des données d'un tiers, d'un de vos clients, et vous les traitez pour son compte. Prenons l'exemple vraiment classique de l'hébergeur de données. Un hébergeur va se retrouver avec des données sur ses serveurs, les données de ses clients, mais ce n'est pas lui qui détermine quelles données arrivent là, et c'est surtout pas lui qui les utilise au quotidien. Il est là, c'est son boulot, dans le cadre d'un contrat de service, il va héberger des données pour le compte d'un client. Donc c'est l'exemple typique de ce qu'on va appeler un sous-traitant. Donc cette entreprise en qualité de sous-traitant, alors le terme est très mal choisi, c'est une horrible traduction, en anglais c'est data processor, celui qui traite de la donnée, c'est beaucoup plus, ça n'a rien à voir avec la sous-traitance au sens BTP en fait, c'est pour ça le terme sous-traitant est assez malheureux. Vous traitez de la donnée pour le compte d'un tiers, vous êtes data processor, vous êtes sous-traitant, et donc vous n'aurez pas les mêmes obligations que le responsable de traitement, vous en aurez, notamment en matière de sécurité, mais pas les mêmes. Donc le registre de traitement ne sera pas le même, vous n'aurez pas d'obligation d'information comme le ferait le responsable de traitement, vous ne serez pas du même côté du contrat d'externalisation. Donc vraiment, il faudra penser les choses avec un prisme complètement différent. C'est pour ça que cette étape de qualification va vraiment être prioritaire. Voilà, je ne m'arrête pas plus longtemps là-dessus parce que, encore une fois, c'est des choses qu'on avait dit les années précédentes. On va rentrer un petit peu dans le vif, mais avant ça, un petit rappel avec Stéphane des autres fondamentaux du texte. Oui, bonjour à tous. Rapidement, balayer les principes fondamentaux du RGPD qui sont finalement, pour beaucoup, des règles de bon sens, des questions que vous allez devoir vous poser à partir du moment où vous mettez en place un traitement dans le cadre de votre entreprise. Le premier principe à respecter, c'est le principe de licéité. Ce principe de licéité, c'est du jargon juridique qui signifie seulement que ce traitement que vous mettez en place est licite, il est légal, il est autorisé par la loi. Donc, les questions à vous poser au départ, c'est est-ce que j'ai le droit de mettre en place ce traitement? Est-ce que j'ai le droit de collecter cette donnée pour ensuite en faire un usage déterminé?
Le premier principe qui fait que en tout cas le premier cadre de licéité, c'est le consentement. C'est-à-dire que le RGPD précise dans son article 6, paragraphe 1, c'est d'abord le consentement. Le consentement, en réalité, c'est en général la dernière base juridique, le dernier cas de licéité qu'on va aller rechercher. Pourquoi? Parce que ce consentement, avec l'entrée en application du RGPD, il est plus compliqué à rechercher, il est plus compliqué à obtenir de manière légale, parce qu'il doit d'abord être obtenu de manière spécifique. Ça veut dire qu'il ne doit pas, vous ne pouvez pas mettre, il ne peut pas être noyé dans de nombreuses clauses et vous devez donner votre consentement pour chaque finalité. Et il doit être éclairé, ça signifie que l'ensemble des mentions d'information doivent être strictement portées à votre connaissance au préalable. Donc ce consentement, c'est vrai qu'en général, c'est le dernier cas de licéité qu'on va aller rechercher. Il y a, pour l'essentiel, l'exécution des mesures contractuelles ou précontractuelles. Je commande une paire de chaussures sur Internet, il est évident que je vais renseigner mon adresse postale, sinon c'est ma voisine qui va le recevoir. Voilà, c'est beaucoup de bon sens aussi. Tout ce qui est obligation légale, le numéro de sécurité sociale, mon employeur a l'obligation légale de l'obtenir pour pouvoir ensuite le répercuter aux caisses de sécurité sociale. Il est obligé légalement de collecter cette donnée. D'autres cas de licéité, l'exercice d'une mission de service public, lorsqu'un intérêt vital est en jeu, soit notre propre personne, soit un tiers dont la santé est en danger. Et enfin, l'intérêt légitime. Alors, l'intérêt légitime, quel est-il? C'est la boîte de Pandore. C'est souvent cet intérêt légitime qu'on va aller rechercher parce qu'on ne sait pas trop dans quelle case le mettre. Cet intérêt légitime, il peut être technique, économique ou juridique. Juridique, notamment, c'est je conserve vos données en cas de contentieux. Donc, ça veut dire que là, mais c'est légal, j'ai l'autorisation, j'ai le droit de conserver vos données dans l'hypothèse où j'aurai un contentieux. Je pense par exemple aux données salariées. Le salarié, lorsqu'il quitte l'entreprise, normalement, vous devez supprimer ces données à caractère personnel. Mais vous ne les supprimez pas toutes. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de contentieux prud'homal dans un délai de 5 ans. C'est la raison pour laquelle ces données, vous avez l'opportunité de les conserver encore pendant 5 ans. Et votre intérêt légitime, c'est celui de préserver vos droits dans le cadre d'un éventuel contentieux. Il y a aussi l'intérêt légitime né d'un intérêt économique qui est celui d'avoir un fichier de gestion des impayés. On ne pourra pas vous le reprocher parce que vous avez besoin de gérer vos impayés. La trésorerie, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Rapidement sur les autres principes, voilà, Maëlle me fait des signes, je suis un peu bavarde. Principe de transparence, eh bien, vous devez donner une information loyale aux personnes dont vous collectez la donnée. Principe de minimisation, qui est un principe fondamental, qui est celui de ne collecter de la donnée que strictement nécessaire à l'objectif que vous poursuivez. Vous vendez des chaussures sur Internet, il est évident que vous n'allez pas collecter le numéro de sécurité sociale de vos clientes ou de vos clients. C'est vrai que c'est souvent les femmes qui passent des commandes sur Internet. C'est beaucoup de bon sens, mais ça fait partie des règles qu'il faut impérativement mettre en place dans l'entreprise. Et je pense sensibiliser aussi vos salariés, vos collaborateurs, parce que moi, ma pratique a confirmé que vous pouvez avoir ce qu'on appelle des fichiers un peu sauvages de l'assistante de direction qui, animé de très bonnes intentions, fait un petit fichier sur les salariés de l'entreprise, papier, et qui note n'aime pas l'odeur de la clémentine, arrive en retard le vendredi, a un mauvais coiffeur. Autant de données qui ne respectent absolument pas le principe de minimisation. Est-ce que vraiment l'assistante de direction a besoin de noter que je suis éventuellement mal coiffée ou encore que je ne supporte pas l'odeur de la clémentine? C'est du bon sens, mais ça fait partie des choses, en tout cas, encore du travail de pédagogie à mettre en place au sein des entreprises. Principe de finalité, les finalités, Maëlle en a un peu parlé, c'est les raisons pour lesquelles
je collecte cette donnée, quels sont les buts poursuivis par le traitement que j'ai mis en place. Les grandes finalités, c'est évidemment ressources humaines, tout ce qui est client, prospect, et notamment aussi les fournisseurs, gestion de la sécurité. Donc, ce sont les grandes finalités. J'attire votre attention sur le fait que cette finalité, elle doit être portée à la connaissance de celui dont vous traitez les données, de la personne concernée. Et vous êtes lié par cette information. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous ne pouvez pas ensuite utiliser cette donnée en vous disant « Oh tiens, mais si j'en faisais autre chose et si j'envoyais un mailing ?» Je pense à la décision de la CNIL, de l'OPH de Rennes, l'Office public de l'habitat de Rennes, qui s'est fait sanctionner à hauteur de 30 000 € d'amende, je crois, puisque l'Office public de l'habitat avait mis à la disposition du maire le fichier des locataires. Et le maire a trouvé bon d'alerter l'ensemble des locataires de ce que le gouvernement était en train de mettre en place une nouvelle politique relative aux APL et se plaignait de la mise en place de cette nouvelle politique. Donc l'OPH de Rennes a été sanctionné à hauteur de 30 000 € d'amende parce qu'il a détourné la finalité. Les personnes, ce traitement n'était pas destiné à faire de l'information des personnes qui avaient donné leurs données. Principe d'exactitude, c'est surtout dans votre intérêt d'avoir des données qui sont à jour. Plus vos données sont à jour, plus votre donnée elle a de la valeur, et plus vous êtes pertinent, et plus vous pouvez faire du ciblage intéressant et qui donnera des retours. Durée proportionnelle, Maëlle en a un peu parlé en introduction. La durée proportionnelle, ça signifie quoi? Que les données, vous les conservez le temps nécessaire à l'exercice, à l'usage déterminé, au traitement, en tout cas à la finalité que vous poursuivez, et qu'ensuite, une fois que ce traitement est terminé, vous devez supprimer vos données. Vous devez soit les anonymiser, soit les supprimer, soit faire en sorte de les neutraliser et que personne au sein de l'entreprise n'ait accès à ces données. Donc ça, c'est des règles, là encore, de bon sens. Les règles en matière de durée, alors je vous invite aussi à suivre évidemment les préconisations de la CNIL en la matière, notamment données clients, on sait qu'on peut les conserver 3 ans après le dernier contact ou le dernier achat. Ça dépend aussi du secteur. Dans le secteur automobile, il est évident que on ne change pas de voiture tous les 3 ans. Enfin, en ce qui me concerne, c'est pas le cas. Mais ça signifie que la durée, elle peut varier en fonction de vos domaines d'activité, des secteurs dans lesquels vous intervenez. Donc ça veut dire que c'est des questions à vous poser. Il faut être assez pragmatique dans la gestion de vos données, les traitements que vous mettez en place. Et la sécurité, je n'en parle pas, puisque c'est Maëlle qui interviendra plus longuement sur le sujet. Je suis déjà très en retard, c'est ça que je suis en train de dire. On est très en retard. Ouais. Peut-être juste parler des sanctions là-dessus. Rapidement, les sanctions, avec l'entrée en application du RGPD, elles ont été renforcées. Avant l'entrée en application du RGPD, le maximum encouru, c'était 3 millions d'euros d'amende. À l'époque, en 2017, c'était Facebook qui avait été condamné à une peine d'amende, d'emprisonnement. Je m'emballe. Une peine d'amende de 150 000 €. Très honnêtement, je pense que dans les couloirs de Facebook, ils en rigolent encore de cette amende. Alors peut-être que Google rigole moins à l'heure actuelle, puisque le 21 janvier 2019, ils ont été sanctionnés à hauteur de 50 millions d'euros d'amende. Donc on a franchi quand même une marche en termes de condamnation. Ils en ont fait appel, donc on attend impatiemment la décision du Conseil d'État. Toujours est-il qu'il y a effectivement ces sanctions administratives qui ont augmenté. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas que ces sanctions qui peuvent tomber. Il y a aussi tout ce qui est sanctions pénales en matière de détournement de finalité. L'OPH de Rennes était par exemple susceptible d'être condamné pénalement, de se retrouver devant un tribunal correctionnel pour expliquer les raisons pour lesquelles ces données avaient été transmises au maire pour qu'il puisse faire un petit mailing. Il y a également des sanctions civiles. Je pense à tous le contentieux Conseil de prud'homme où des salariés se sont emparés de la législation, de la réglementation relative aux données à caractère personnel pour contester des licenciements. Et un licenciement qui est fondé sur une badgeuse qui, à l'époque, n'avait pas été déclarée à la CNIL, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aujourd'hui, la CNIL, elle a aussi pour tendance à surveiller ce que vous faites avec vos salariés. On a une décision aussi assez récente d'un traducteur assermenté, une société de traduction assermentée à Paris, et les salariés s'étaient plaints auprès de la CNIL. Donc ce sont les salariés qui ont alerté la CNIL,
4 plaintes de salariés en indiquant qu'il y avait une surveillance excessive, puisqu'il y avait des caméras qui étaient en permanence sur leur poste de travail et l'ensemble des bureaux faisait l'objet d'une vidéosurveillance. Donc là, la CNIL a sanctionné. J'en ai peut-être terminé ? Oui, je pense que ça fait une belle intro déjà. On fait un petit bilan quand même de la CNIL et de l'EDPD. Bon, on ne va pas vous détailler les chiffres parce que ça va être assez fastidieux. On ne va pas vous abreuver de chiffres, c'est une vraie avalanche de statistiques. La CNIL, comme chaque année, a fait son bilan d'activité et cette fois-ci, on avait toute une partie consacrée au retour sur l'application du RGPD, la façon dont ça s'est déployé. Tout ça est disponible sur le site de la CNIL. Vous pourrez télécharger le rapport. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément rester trop longtemps dessus. Ce qu'on constate effectivement, c'est qu'il y a une augmentation forte de la fréquentation sur le site et que l'opération séduction, c'est peut-être un peu exagéré, mais l'opération com de la CNIL a plutôt bien fonctionné. La CNIL a régulièrement mis à jour des guides pratiques, a mis des outils disponibles, des modèles de registre, des modèles d'outils d'études d'impact, etc. Et effectivement, on voit en termes d'appels reçus, consultations, augmentation des visites, effectivement, c'est un vrai succès. Je pense qu'ils ont dû renforcer leur serveur parce que ça ramait même pas. Non, c'est assez efficace. Donc, la com de la CNIL a plutôt bien marché et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sans doute le premier site à aller consulter si vous avez des questions. Il y a déjà pas mal de choses, ils ont déjà pas mal mâché le travail. Alors, ils ont toujours un petit temps de retard. Hein, c'est par rapport à là, ils viennent de sortir un truc sur les cookies en juin dernier qui dit ce qu'on savait déjà depuis 1 an et demi, mais c'est mieux vaut tard que jamais. La contrepartie, hein, c'est qu'à partir du moment où les gens se sensibilisent, sont plus informés, ça va de pair avec l'augmentation des plaintes et ça va de pair avec l'augmentation des contrôles aussi, mais ça je te laisserai peut-être la main là-dessus. De la même façon, on parlera un petit peu tout à l'heure sur la partie sécurité des notifications de violation de données ou violation de failles de sécurité, comme on dit dans le jargon, mais c'est plus des violations de données personnelles. Ce qui est intéressant, là, c'est une obligation qui est complètement nouvelle. En tout cas, ça n'existait avant que pour les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs télécoms. Là, on a vraiment une nouvelle obligation pour les entreprises qui semble avoir été bien prise en compte, bien comprise, si on en croit les statistiques, puisque c'était à peu près 4 notifications. La CNIL recevait 4 notifications par jour depuis l'entrée en vigueur du texte. Alors après, peut-être qu'il y a des notifications qui étaient inutiles ou abusives, mais ça prouve quand même que cette nouvelle obligation a été intégrée dans les entreprises. Je te laisse parler un peu des... Oui, alors effectivement, c'est le deuxième effet, c'est-à-dire qu'on est mieux informé, on connaît mieux nos droits, donc on a plus tendance à aller se plaindre. Et le petit schéma de gauche est assez parlant sur le nombre de plaintes qui ont été déposées à la CNIL, des plaintes qui émanent pour beaucoup de vos salariés, des plaintes qui émanent beaucoup des utilisateurs, des clients, mais aussi parfois des concurrents qui s'aperçoivent que vous n'êtes pas en conformité et sont bien décidés à vous jeter toutes les peaux de banane qu'ils peuvent pour ne pas vous faciliter la tâche. Donc il faut vraiment se méfier des concurrents aussi qui peuvent faire un petit peu de veille, et, puisque tous les coups sont permis pour certains. Répartition des plaintes donc, par secteur d'activité, évidemment secteur Internet, télécom, tout ce qui est mise à disposition d'applications, de logiciels, de services sur Internet sont concernés, secteur commercial, police-justice, mais aussi des secteurs qu'on n'attendait pas nécessairement, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec la décision qui concernait un traducteur assermenté et par définition, on ne s'imaginait pas qu'il pouvait éventuellement être dans le collimateur de la CNIL et pour autant, les salariés ont alerté la CNIL. Bien que tu passes au slide suivant, je te remercie. Les contrôles. Alors, c'est sûr que si on fait le ratio nombre de plaintes, nombre de contrôles, on peut se dire, tiens, on est tranquille. Finalement, on passe de 11 000 plaintes, 310 contrôles. Évidemment, il y a des trous dans la raquette, c'est sûr. Pour autant, le jour où la CNIL arrive chez vous, ça ne fait pas toujours plaisir. En tout cas, les 310 contrôles réalisés par la CNIL, il y en a 51 qui ont été réalisés en ligne. C'est-à-dire que la CNIL a la possibilité d'aller sur vos sites internet, de regarder comment ça fonctionne, de faire des tests en ligne, mais elle a aussi la possibilité de venir chez vous avec un informaticien et de faire des contrôles sur ce qui se passe en interne. Donc là, c'est l'occasion d'enlever les post-it sur vos ordinateurs avec les mots de passe. Il faut le faire assez rapidement. Il y en a qui rigolent, mais
on voit ce genre de pratique au sein de certaines entreprises. C'est pour ça que je me permets de glisser cette anecdote. Des mises en demeure, 49 mises en demeure, dont 13 ont été rendues publiques. Quels sont les critères choisis par la CNIL pour décider cette mise en demeure, je la rends publique ou pas? Et bien souvent, c'est l'ampleur du manquement constaté, le nombre de personnes concernées, mais c'est aussi l'attitude du responsable de traitement qui s'est fait contrôler. S'il a une attitude un petit peu je m'en foutiste par-dessus la jambe, c'est un peu ce qui ressort de la décision relative à notre traducteur assermenté, qui avait un peu fait fi des recommandations de la CNIL. Non seulement la mise en demeure a été publiée, mais en plus ils ont été condamnés à une amende. Donc, tous ces éléments sont pris en compte pour apprécier si oui ou non cette mise en demeure doit être rendue publique. Et enfin, sur 11 sanctions prononcées, 9 sont pécuniaires. J'attire votre attention sur le fait que ces chiffres sont tirés du bilan 2018 avec des sanctions qui ont été prononcées avant l'entrée en application du RGPD. C'est-à-dire qu'il y avait des procédures de contrôle qui avaient été mises en œuvre avant l'entrée en application du RGPD. La loi étant d'application directe, on ne peut pas lui donner un effet rétroactif. Donc les chiffres là, qui sont les chiffres du bilan 2018 de la CNIL. Voilà. Je veux bien que tu passes au slide suivant. Un petit état des lieux des points de vigilance de la CNIL. Toutes Bouygues Telecom, Uber, Optical Center, Darty, Dailymotion, donc vous constatez que les sanctions financières sont assez élevées, très importantes. On est pourtant avant l'entrée en application du RGPD. Et ce sont des décisions qui reposent sur un défaut de sécurité. Une confidentialité des données qui n'a pas été assurée, notamment je pense à Optical Center, ou sur le site internet, en modifiant une lettre dans l'URL, vous pouviez accéder au dossier d'un autre client. Ce qui pose des réelles difficultés puisque Optical Center traite aussi de la donnée sensible particulière parce que c'est de la donnée de santé. Donc grande vigilance sur tout ce qui est sécurité, mais aussi l'OPH de Rennes nous donne comme enseignement que le détournement de finalité, la CNIL ne vous rattrape pas. Donc vous indiquez une finalité, vous la respectez. Qu'est-ce qu'on a comme autre décision? Google, 50 millions d'euros d'amende. Google a été sanctionné. Pourquoi? Pour une information qui n'a pas été donnée de manière transparente, ni accessible, ni compréhensible aux internautes. La CNIL a considéré qu'il fallait faire des renvois pour avoir une information exhaustive par rapport au traitement massif qui était fait de nos données. Un problème de recueil du consentement, j'en parlais en introduction, le consentement qui n'a pas été recueilli de manière spécifique, puisque vous deviez cliquer une fois sur OK pour accepter l'ensemble des finalités. Non, le consentement doit être recueilli finalité par finalité et une information précise doit vous être donnée. Je vois Maëlle qui fait les gros yeux, donc je lui donne la main. Je vais aller très vite sur le bilan européen parce qu'il date un peu. C'était un rapport de... Vous aviez avant un groupe de travail qui s'appelait le groupe de l'article 29 qui réunissait la CNIL et ses homologues européens. Il a été remplacé par un nouveau comité de la protection des données, le European Data Protection Board en anglais. Donc ils ont fait un premier rapport d'activité mais qui date déjà de mars dernier, donc je ne sais pas si les chiffres sont très pertinents aujourd'hui, notamment quand vous voyez les niveaux de sanctions prononcés, c'est pas forcément très impressionnant, 55 millions d'euros en cumulé sur toute l'Europe, mais ça ne comprenait pas la décision Google, donc déjà la France, à elle toute seule, a doublé le montant. Voilà. Bon, en tout cas, c'est de la même façon, par contre, les chiffres des notifications sont assez intéressants. C'est quelque chose qui est suivi donc au niveau européen. Vous n'avez pas uniquement faut voir la perspective européenne et pas uniquement française, parce qu'il y a pas mal d'émulation entre les autorités de contrôle. Et quand, par exemple, l'ICU au UK, pour l'instant ils sont encore en Europe, plus pour longtemps, donne un peu des mots d'ordre sur les politiques de contrôle, les autres ont tendance à suivre. Et la CNIL, c'est pareil. La CNIL fait pas mal d'émules, notamment en Espagne et en Italie. Donc pour les groupes transnationaux qui sont sur plusieurs pays, ça peut finalement avoir un effet domino. Les contrôles peuvent avoir un effet domino assez dévastateur. On va passer sur les 4 thèmes dont vous parlez tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on accélère. Oui, non, je vois bien que
J'ai dérapé. Rapidement, les mentions d'information, c'est fondamental. Vos mentions d'information, elles doivent être nickel. Pourquoi? Parce que c'est la face immergée de l'iceberg. C'est la première chose qu'on voit. Donc ça veut dire mention sur vos sites internet, si vous en avez. Ça veut dire mention à destination de vos salariés. Ça veut dire que tous vos candidats, aussi les candidats que vous recevez en entretien, vous leur donnez une information claire et précise sur le traitement des données qui vont être faits à partir de cet entretien. Vous les conservez combien de temps? Si c'est au-delà des 2 ans qui sont préconisés par la CNIL, vous recueillez le consentement du candidat sur le fait que vous souhaitez conserver ces données un petit peu plus longtemps. Vis-à-vis de vos clients, évidemment, vis-à-vis de vos fournisseurs aussi, en tout cas vis-à-vis de toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en lien et dont vous traitez de la donnée à caractère personnel. La forme, quelle est-elle? Alors, effectivement, les mentions d'information, la CNIL, le RGPD n'imposent aucune forme, aucun formalisme n'est prévu. Cependant, je suis allée au slide d'après, c'est pas grave. En matière de forme, c'est par exemple pour vos salariés, ça peut être une circulaire en interne, où vous circularisez l'ensemble des mentions d'information qui désormais sont à jour. Ça peut être un avenant à un contrat, ça peut être un mail, autant de moyens d'information ou d'envoyer un mail en disant notre politique de données est à jour, nous vous invitons à en prendre connaissance via ce lien. Et voilà, l'information, elle a été donnée. En général, le moment de l'information, c'est préalablement au traitement des données à caractère personnel, mais évidemment, avec l'entrée en application du RGPD qui a modifié l'état du droit, on a évidemment admis que cette régularisation se fasse a posteriori, ce qui semble naturel. Les mentions, cette information, elle doit être concise. Alors, est-ce que ça t'ennuie de renvoyer vers le slide précédent? C'est pas toujours évident d'être concis quand on voit tout ce qu'il faut mettre dans les mentions d'information. Mais puis je te tends des pièges, en faut être créatif. C'est pas facile. Oui. Les mentions d'information, voilà tout ce qu'il faut mettre dans vos mentions d'information. Alors, qui est le responsable de traitement? Quelles sont les coordonnées du dépôt, évidemment, si vous en avez un? Quelles sont les finalités du traitement? S'il y a plusieurs finalités au même traitement, on les indique toutes. Donc, c'est ce qu'on appelle la base juridique du traitement. Est-ce que c'est pour l'exécution du contrat? Est-ce que c'est une obligation légale? Est-ce que c'est mon intérêt légitime? Si c'est mon intérêt légitime, je ne me contente pas de mettre « c'est de mon intérêt légitime de collecter votre donnée ». Je précise quel est cet intérêt légitime. Quels sont les destinataires de données? Est-ce que, en matière de données RH, par exemple, vous indiquez que vous les transmettez à votre comptable qui va faire les bulletins de paie? Vous indiquez aussi que vous les transmettez aux caisses de sécurité sociale, qui sont des destinataires légaux, il n'y a pas de difficulté. Mais ça reste des destinataires. Et puis, s'il y a des destinataires en interne qui ne sont pas forcément évidents, vous l'indiquez aussi. Alors évidemment, vous n'indiquez pas que les données RH, vous les transmettez au directeur marketing, ça n'aurait aucun sens. La durée de conservation des données, c'est une information à donner. Vous indiquez à la personne dont vous collectez la donnée combien de temps vous allez les conserver. Alors c'est pas nécessairement, je vais les conserver 5 ans, 12 ans, 13 mois. Non, vous indiquez parfois les critères. On conservera les données le temps nécessaire à l'exécution de notre mission, à la réalisation de la vente, à l'exécution de la prestation contractuelle. Voilà. Donc vous indiquez quels sont les critères qui sont retenus qui sont fixés pour conserver, pour calculer la durée de conservation des données. S'il y a des transferts en dehors de l'Union européenne, vous l'indiquez également. Quels sont les droits des personnes? Droit d'accès, droit à l'information, on y est, droit à la portabilité, droit à la limitation, tous les droits qui sont édictés par le RGPD, vous informez la personne dont vous collectez la donnée qu'elle dispose de ses droits. Vous lui indiquez aussi qu'elle a le droit de faire une réclamation à la CNIL. Vous lui indiquez aussi que si la base juridique du traitement, c'est le consentement, elle a la possibilité à tout moment de retirer son consentement. Voilà. Autant de mentions d'informations qui sont fondamentales à porter à la connaissance de la personne dont vous traitez la donnée, avec cette agilité et cette souplesse intellectuelle. Maëlle, je veux bien mon prochain slide, s'il te plaît. Merci. Tu l'as pas déjà dit celui-là? Non. D'une information concise. Alors ça, c'est une vraie épreuve. Hein. Avec toutes les mentions d'information, il faut quand même rester concis. Transparente. Alors là, on ne cache rien. S'il y a des finalités, on en parle. On parle de toutes les finalités. Compréhensible.
Alors ça, le bon exercice, c'est vous relisez. Si vous ne comprenez pas ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit, vous réécrivez. Hein, ça, voilà, ce qui va sans dire va mieux en le disant parfois. Aisément accessible. Alors, sur un site internet, on va vouloir que le lien soit facilement accessible, politique de données. Si c'est à destination d'un salarié, l'accès sera facile. Si vous le donnez à votre salarié, on va considérer que ça, c'est un accès aisé, en des termes clairs et simples. Alors, voilà, il faut se mettre... parfois, c'est pas toujours évident, surtout avec le jargon juridique, mais il faut faire des phrases sujet-verbe-complément, et souvent ça passe bien. Et l'information, dans l'idéal, c'est préalablement ou au moment de la collecte. Et en matière de collecte indirecte, si vous obtenez des données parce que vous achetez des bases de données ou parce que vous travaillez avec des partenaires, vous transmettez la donnée au moment du premier contact. Première fois que vous entrez en contact avec la personne, vous lui indiquez comment vous avez obtenu cette donnée. Voilà. Et en matière de forme, voilà les propositions de forme dans lesquelles vous pouvez intégrer vos mentions d'information. Il ne faut pas hésiter à faire travailler des communicants en fait, là-dessus, parce que, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais quand je vois comment on rédigeait ça, nous, en tant qu'avocats, il y a quelques années, et maintenant, la façon dont on le rédige, on avait une tendance, un peu des formations professionnelles, à rédiger ça comme des petits contrats. Alors c'est bien, hein, tout était dedans, voilà, sauf que c'était quand même juridique, quoi. Et aujourd'hui, on voit pas mal fleurir de mentions d'information, notamment sur les sites internet B2C, e-commerce, un peu sous forme de FAQ. Qu'est-ce qu'on fait avec vos données? Est-ce qu'on les envoie là? Comment elles sont conservées, etc. Finalement, beaucoup plus didactique. Au début, on se dit ah mais c'est pas comme ça. En fait, si le message passe, il est clair. C'est ce qu'il faut en fait. Le contenu est là, le message est clair. Il faut pas forcément que ce soit je pense qu'il faut pas que ce soit un format juridique. Là-dessus, moi je me suis pas mal remis en cause. Il vaut mieux que ce soit vraiment quelque chose de très explicite, vraiment. T'as fait le tour là-dessus? Deuxième sujet, en fait, c'est peut-être le premier, le registre des traitements. Alors, tu disais très justement, les mentions d'information, on vous en parle parce que c'est la partie émergée de l'iceberg. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de contrôles en ligne de la CNIL. Elle n'a pas besoin de se déplacer pour faire des contrôles. En plus, maintenant, elle peut jouer les clients mystères. Et donc, les mentions d'information, c'est tout de suite le truc qu'elle va voir. Si elles ne sont pas à jour, elle va se dire, oh là là, derrière, ça doit être terrible. Et derrière, ce que vous allez avoir, qui est peut-être le premier travail à faire, c'est de mettre en place ce fameux registre des traitements dont vous avez déjà dû beaucoup entendre parler. Alors bon, c'est un travail qui est fastidieux, hein, faut pas se mentir, la première fois ça fait un peu mal, mais il faut le prendre comme quelque chose d'un peu positif parce que c'est grâce à la mise en place de ce registre que vous allez arrêter, si vous le faisiez en tout cas, de déclarer vos traitements à la CNIL. Les déclarations, c'est vraiment fini, il faut vraiment arrêter de parler de déclaration à la CNIL. On a encore des cas d'autorisation pour des traitements un peu à risque, comme traitement sur certains traitements d'infraction, des données de santé, on peut avoir des autorisations ou équivalents. En tout cas, les déclarations, avant, il fallait déclarer. Alors certes, sous forme simplifiée, mais quand même, il fallait déclarer vos fichiers RH, déclarer vos fichiers clients. Fini. Ça, c'est fini. Vous faites un registre en interne une bonne fois pour toutes, et c'est bon. Donc le registre, effectivement, c'est la colonne vertébrale de votre conformité, parce que tout part de là. C'est le texte impose le contenu, pas le format. On en parlera un peu après. On vous dit qu'à un moment, il faut que vous fassiez une cartographie de vos traitements de données et vous vous dites voilà le type de traitement que j'ai, voilà qui en est responsable, quel type de données je collecte, qui y accède, elles concernent quel type de personnes, est-ce que ça part à l'étranger ou pas, est-ce que c'est sous-traité est-ce qu'il y a un prestataire qui intervient, quelles sont les durées de conservation de ces données, quelles sont les mesures de sécurité en place. Donc ça vous donne un peu une vision d'ensemble d'un traitement de données et ça va vous permettre après par capillarité d'aller travailler sur d'autres sujets puisque vous allez vous dire ah bah ça concerne les clients, ah mince ils n'ont pas été informés, paf, mention d'information, ah bah tiens j'ai un sous-traitant qui intervient, ah j'ai pas fait de contrat avec lui, allez hop, externalisation, il va falloir faire un contrat, ah bah j'ai mesures de sécurité en place, bah, elles sont en accès libre sur un serveur public, oui, problème. Donc voilà, vous allez vraiment vous poser plein de questions, donc tout part de là. Alors le format, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a des outils qui existent sur le marché. Vous avez des solutions de public. Il y a des grands groupes comme OneTrust qui font des solutions qui sont super, etc. C'est pas indispensable. On ne vous impose absolument pas d'aller prendre une licence de logiciel pour gérer un registre des traitements. Il n'y a pas plus bête qu'un registre des traitements. La CNIL vous donne un modèle, alors c'est même pas le dernier celui-là, elle en a fait un plus récent, mais globalement c'est du Excel, alors c'est pas ultra ergonomique,
mais quand vous n'avez pas forcément envie de dépenser de l'argent dans une... Je sens que je ne vais pas me faire que des amis, là. J'espère que OneTrust n'est pas dans la salle. Non, mais il y a des solutions qui sont excellentes, et effectivement, OneTrust est le champion du monde pour gérer les traitements de données à l'international pour des gros groupes. Maintenant, quand vous n'êtes pas un groupe international, ça ne vaut peut-être pas le coup d'avoir une solution avec des modules de gestion des transferts de données à l'échelle internationale. Peut-être qu'il faut juste avoir un bon vieux registre des traitements, Excel ou Word. Alors, moi, j'ai pas mal travaillé sur Word parce que bon, Excel avec les lignes qui sautent, c'est voilà. Vous pouvez faire un outil maison. Certains développent un petit applicatif maison en Java. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Le format importe peu. Ce qui compte, c'est le contenu. Et sur le contenu, pareil, j'invente rien. Hein. Le texte vous dit ce que vous devez mettre dedans. C'est imposé par la loi. Dans la loi informatique et liberté, nouvelle version. Et dans le registre des traitements, dans le RGPD, vous aurez le contenu, tout le monde a le même, à peu près dans le même ordre. Donc encore une fois, ce n'est pas du secret d'affaires le format d'un registre. La façon de procéder est plus compliquée. Donc le registre des traitements, c'est quelque chose, un exercice qui va vous prendre du temps la première fois, mais si vous le faites bien, vous n'aurez pas beaucoup à y toucher dans les années à venir. Et l'erreur, effectivement, c'est de se noyer dans un verre d'eau. Il ne faut surtout pas raisonner par process, et c'est parfois, décidément, je pense que je vais me faire pas mal d'ennemis, un penchant des services informatiques, quand c'est la DSI qui fait le registre des traitements, ils ont tendance à raisonner par application, par process, ce qui est normal parce que c'est leur métier, et pas par traitement au sens juridique. Et du coup, c'est beaucoup plus fastidieux. Alors, faire une cartographie des applications est indispensable et très utile, mais ce n'est pas ça le registre des traitements. Le registre des traitements, c'est une cartographie des traitements au sens finalité. C'est-à-dire, vous mettez vos traitements de données dans un même objectif, sous un même objectif. Je prends l'exemple ici du recrutement. Le recrutement, c'est une finalité, c'est un traitement. Derrière le recrutement, quand vous faites du recrutement, vous pouvez avoir différents canaux de collecte de données. Le recrutement, il peut s'appuyer sur des job boards publics, des Indeed, etc. Il peut s'appuyer sur peut-être que vous avez un site de recrutement en ligne, peut-être que vous avez un site corporate standard et qu'il y a des CV qui arrivent par le formulaire de contact, peut-être que vous avez des candidatures spontanées qui arrivent par email, voire par courrier postal, avec du papier, peut-être que vous avez des chasseurs de tête qui vous apportent des candidatures, etc. Donc ça arrive de tous les côtés. C'est différents process, différents intervenants, différents logiciels, et pour autant, c'est une même finalité qu'est le recrutement. Et donc l'idée, c'est effectivement de faire une fiche thématique recrutement où vous allez centraliser tout ça. Parce que finalement, que ça passe par Indeed, par un chasseur de tête, par votre boîte mail, votre boîte postale, à la fin, vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous collectez le même type de données, parcours professionnel des candidats, aux mêmes fins, les recruter. Et donc, quand vous allez faire ça, ça va être suffisamment général pour que vous n'ayez pas à le revoir tous les 15 jours. Si un registre de traitement est bien fait, normalement, vous jetez un œil une fois par an. Et puis voilà, vous allez faire peut-être 2-3 modifs, mais ça ne va pas être un gros job. Ça ne va pas être un job à plein temps de tenir le registre. Si vous commencez à lister vos fichiers Excel, là, ça va vous prendre du temps et ça ne va servir à rien, parce que ce n'est pas ce que demande la CNIL. Donc il faut vraiment avoir une approche macro, vraiment en dire, bon, c'est quoi les objectifs? Et finalement, dans une entreprise standard, des traitements, vous n'en avez pas 500. Hein. Vous en avez 15-20, à part dans des entreprises qui ont des métiers très spécifiques, qui gèrent de la donnée de santé, etc. Une entreprise qui fait de la vente ou de la prestation de services, B2B, B2C, elle va avoir 2-3 traitements RH, gestion du personnel, gestion de la paye, gestion des candidatures. Elle va avoir 2-3 traitements clients, prospection, segmentation client, etc. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour. Et on arrive à tout mettre sous ces mêmes catégories. Et encore une fois, il faut faire abstraction des supports physiques et logiciels. Il faut faire abstraction de ça, c'est-à-dire que c'est important de les avoir en tête, de les lister parce que ça va vous permettre justement de déployer les mesures de sécurité. Mais ce n'est pas une finalité. Une application n'est jamais une finalité. C'est juste un outil. Ouais. La finalité, c'est l'objectif du traitement. Pourquoi je traite ces données? À quoi elles me servent? Elles me servent à gérer ma relation client, elles me servent à prospecter, elles me servent à gérer mes candidatures, à passer les entretiens, etc. C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le registre des traitements. C'est vraiment un exercice, voilà, il faut le faire une bonne fois pour toutes. Ça peut prendre 2-3 jours la première fois, mais après, normalement, il est suffisamment général. Comme vous allez lister les catégories de données, mais pas les données en tant que telles, vous n'allez pas avoir à le mettre à jour trop souvent. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre le nom de vos clients dedans. Vous allez dire, j'ai des clients. Vous allez dire, j'ai tel type de données sur les clients, j'ai les contacts, j'ai les adresses email, etc. Donc finalement, vous voyez qu'il va pas être obsolète de sitôt, puisque si vous ne changez pas complètement vos habitudes de traitement, il n'y a pas de raison que le registre nécessite une mise à jour. Et c'est effectivement ce document, quel que soit son format, que s'attend à voir la CNIL en cas de contrôle. Et c'est le premier qu'elle va vous demander, parce que tout part de là.
Ensuite, il y a l'aspect gestion des prestataires, donc gestion des sous-traitants au sens du RGPD, puisqu'avec l'entrée en application du RGPD, on est passé d'une ère où le prestataire, le sous-traitant bénéficiait d'une immunité, à une ère RGPD dans laquelle le sous-traitant a des obligations et répond des éventuelles fautes, en tout cas manquements qui pourraient lui être reprochés. Il va falloir déjà définir ce qu'est le sous-traitant par rapport au responsable de traitement. On est souvent interrogé pour nous dire mais tel type de prestataire, est-ce que c'est mon sous-traitant ou est-ce qu'on est co-responsable de traitement ? Déjà, le responsable de traitement, on est d'accord, c'est celui qui va déterminer les moyens et les finalités du traitement. Donc c'est celui qui dit comment, pourquoi, à qui, combien de temps, avec quels outils. Voilà, c'est lui qui a la main, c'est lui qui décide. Il décide pourquoi et comment. C'est le responsable de traitement. Ensuite, ce responsable de traitement, il va faire appel éventuellement à un sous-traitant. C'est vrai que le sous-traitant par excellence, c'est quand même l'hébergeur de données. Hébergeur de données, il est votre sous-traitant, il traite des données pour le compte d'un tiers. Et il suit ses instructions. Et il gère tout cela en autonomie. C'est assez opaque. Et si jamais il y a une difficulté, il doit en répondre auprès du responsable de traitement. Donc, en vous donnant cet exemple, j'ai cité les 4 critères qui vont être souvent utilisés pour savoir si c'est un sous-traitant ou si c'est un co-responsable de traitement. Le sous-traitant, il suit les instructions du responsable de traitement. Il ne bénéficie d'aucune autonomie dans les choix. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Maëlle, l'hébergeur de données, il héberge vos données. Il ne détermine pas quelles sont les données qui vont être hébergées. Il ne détermine pas quelles sont les données qui seront ensuite transférées ou supprimées. Il exécute, dans le cadre d'un contrat de prestation de service, les ordres qui lui sont donnés. Il est totalement opaque, c'est-à-dire que nos clients ne savent absolument pas où sont hébergées leurs données. Ça n'apparaît pas nécessairement, sauf si on va voir le site internet éventuellement pour savoir où est hébergé le site. Mais en général, ce ne sont pas des données qui sont portées à la connaissance. Et un 4e critère qui m'échappe, qui m'échappe. Mais ce sont les critères qui sont le plus souvent utilisés pour déterminer si on est responsable de traitement ou sous-traitant. J'attire votre attention sur le fait aussi que la CNIL, comme le juge, n'est pas liée par la qualification que vous allez choisir. Il faut évidemment que le contrat de sous-traitant que vous allez conclure corresponde à la réalité. Donc la CNIL qui aurait accès à un contrat de sous-traitant et en réalité s'apercevrait qu'ils sont co-responsables de traitement pourrait engager la responsabilité du responsable de traitement en tant que lui aussi du co-responsable en tant que responsable de traitement. Fera peser les mêmes obligations et ne sera pas lié par la qualification qu'on retiendra, que les parties auraient retenue. Donc il faut bien que ça corresponde à la réalité. Le contrat de sous-traitance, il est défini au RGPD. Dans le RGPD, il vous indique quelles sont les mentions obligatoires qui doivent être présentes. Tout d'abord, le responsable de traitement, il doit évidemment s'assurer que son sous-traitant, il est RGPD conforme. Le sous-traitant aussi, qu'on rencontre souvent, c'est votre expert comptable, ou c'est votre comptable qui s'occupe de la gestion de la paie. Lui, c'est un vrai sous-traitant. Donc, il faut encadrer juridiquement la relation que vous avez avec lui. Ce contrat, il doit d'abord décrire le traitement. Donc là, c'est vraiment de l'application bête et méchante des règles qui sont dans le RGPD. Vous avez des modèles qui circulent au SNCD, de modèles de contrats de sous-traitance. Donc on décrit le traitement. Ensuite, on définit les droits et les obligations du responsable de traitement. Donc on définit les mesures de sécurité qu'on va imposer aux sous-traitants et on définit aussi quelles sont les obligations du sous-traitant. Avec l'entrée en application du RGPD, le sous-traitant a une vraie obligation de collaboration avec ses responsables de traitement, collaboration au moment de la mise en place de ce traitement. S'il a le sentiment qu'il y a une non-conformité, il doit alerter son responsable de traitement en lui disant « Moi, j'ai l'impression que là, vous n'êtes pas dans les clous, je ne mettrai pas en place éventuellement ce traitement ». Ou alors, il vous propose des correctifs.
Il a aussi une vraie obligation de collaboration, notamment en matière de failles de sécurité. Si par exemple il y a une faille soit chez le responsable, soit chez lui, il doit participer et être présent et aider le responsable de traitement à identifier d'où vient la faille et éventuellement à réduire le risque qui a été identifié. Donc ce sont autant d'éléments qui doivent être présent dans le contrat, traitement des données uniquement sur les instructions du responsable de traitement. Donc hors instruction, si par exemple le sous-traitant agit en dehors des instructions du responsable de traitement, il reprend la casquette de responsable de traitement. J'ai pour exemple ce médecin du CHU Marseille, ou en tout cas du Sud, je ne sais plus, médecin pédiatre, qui a priori n'est pas responsable de traitement, c'est le centre hospitalier, et qui fait le choix de traiter les données de ces petits patients qui sont mineurs et de faire un nouveau traitement. Un traitement qui n'a pas été validé par le centre hospitalier. Eh bien, alors même qu'il est sous-traitant, en tout cas, il avait cette casquette de sous-traitant, à partir du moment où il prend des libertés et qu'il va au-delà des instructions qui sont données par son responsable de traitement, il devient responsable de traitement aux yeux de la CNIL et aux yeux du juge. Voilà, est-ce que tu voulais ajouter des choses sur le contrat de sous-traitance ? Non, on va parler un peu de sécurité rapidement, ce qui reste que 5 minutes, et si on veut laisser un peu de temps pour les questions. Ça va aller très vite, la sécurité, parce que le RGPD dit rien d'intéressant. Alors pourquoi on en parle, vous allez me dire. Ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est que si on regarde les décisions de la CNIL, des sanctions prononcées par la CNIL sur les 6 derniers mois, on en a quand même beaucoup qui concernent des problèmes de sécurité, de confidentialité des données. Sergic, 400 000 euros, Bouygues Télécom, 250 000, Uber, 400 000, Darty un peu avant. Donc ça tape assez fort sur la sécurité. Donc finalement, même si c'est pas nouveau, la CNIL va quand même toujours regarder si vous protégez vos données de manière suffisante. Alors le problème, c'est quel est le bon niveau de protection pour les données. Et quand je vous dis que le RGPD dit pas grand-chose d'intéressant, c'est qu'il donne il dit des choses assez banales du type il faut regarder par rapport à la nature du traitement, les risques en heure, etc., les coûts que ça représente, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une appréciation en fait au cas par cas et qu'on ne va pas vous demander la même exigence de sécurité si vous êtes justement dans le monde industriel B2B avec des adresses pro ou si vous êtes dans du profiling client particulier très poussé ou sur de la donnée de santé. Donc on ne vous demande pas forcément de sortir l'arme atomique et d'aller crypter toutes vos données, ça va coûter très cher et ça va peut-être être complètement disproportionné. Donc ce qu'on vous dit globalement, c'est il faut suivre les standards. Il faut suivre les standards de sécurité, il y a une bonne approche en matière de sécurité. Donc les standards, c'est quoi? C'est ce qu'on connaît déjà dans le monde de la sécurité informatique. Il y a des standards type EBIOS, ISO 27001. La CNIL a sorti quelques référentiels. On sait que, par exemple, les données de mots de passe doivent être conservées de façon cryptée, ne doivent pas être en clair. On sait que les données bancaires sur les sites internet doivent être cryptées également. Mais elle n'en dit pas beaucoup plus. Donc, en gros, il faut suivre l'avis du RSSI, c'est lui le mieux placé pour en parler. Donc vraiment, les experts en sécurité savent quel est le bon niveau de protection. Ce que dit le RGPD, par contre, de façon plus intéressante, c'est qu'il apporte une précision sur ce qu'est la pseudonymisation, qui était une notion assez méconnue avant. Et il vous dit, finalement, parfois, les données, sans forcément les crypter, vous mettez vous avez une concordance et vous changez un numéro, vous remplacez un nom par un numéro, par exemple un numéro client à la place du nom du client. Donc cette donnée n'est pas directement identifiable. Il y a quelque part une table de concordance qui est peut-être très bien protégée, qui est peut-être cryptée, hachée, salée, tout ce que vous voulez, qui fait qu'on ne va pas remonter au client. Donc si cette donnée se retrouve dans la nature, par exemple, il y a une cyberattaque, la personne va juste avoir une liste de numéros sans savoir à quoi ça se rapporte. Pour autant, ça reste des données personnelles. Elles sont extrêmement bien protégées, elles sont pseudonymisées, mais ça reste des données personnelles. Pourquoi? Parce que c'est réversible. À un moment, je peux revenir en arrière et retrouver cette table de concordance, même si elle est très bien protégée, et remonter au nom du client. À l'inverse, si cette table de concordance a été détruite et qu'il est impossible, même pour le responsable de traitement, de revenir en arrière, là, on est sur de la vraie anonymisation, ce qui est quand même assez rare. La vraie anonymisation, la donnée n'est plus identifiable, donc ce n'est plus une donnée personnelle, donc le RGPD ne s'applique plus. Si la donnée est anonymisée, vous en faites ce que vous voulez, puisque ce n'est plus une donnée personnelle. Mais encore une fois, il ne suffit pas juste de convertir, il faut vraiment que l'opération inverse soit absolument irréversible. Plus intéressant, et pour en finir, tout ce qui touche aux notifications de violation de données personnelles, ce qu'on appelle plus couramment les failles de sécurité. Donc c'est cette obligation que vous avez de notifier sous 72 heures une violation de données personnelles, c'est-à-dire peut-être une atteinte à la confidentialité de vos données, à l'altérité de vos données.
ou parfois même à la simple disponibilité de vos données. Un simple ransomware peut être une violation de données personnelles. Donc on pense tout de suite effectivement aux cyberattaques, mais ça peut être des choses plus banales, comme l'oubli d'un téléphone ou d'une sacoche avec des documents contenant des données clients dans un train. Là, à un moment, potentiellement, quelqu'un va accéder à des données personnelles sans autorisation. Donc une personne non autorisée accède à ces données, atteinte à la confidentialité. C'est une violation de données personnelles. Vous avez l'obligation de notifier ça sous 72 heures à la CNIL en partant de la base. C'est-à-dire que si ça survient chez un hébergeur, du moment où l'hébergeur en a connaissance et au moment où vous devez informer la CNIL, il se passe 72 heures. Et si ça a un impact fort sur les personnes, potentiellement, faut même les personnes dont les données ont été divulguées doivent également être informées, donc ce qui peut être assez lourd de conséquences en termes d'image. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'on considère aussi que c'est une priorité de mettre en place une procédure pour vous préparer à ça. Pourquoi? Parce que ça peut survenir à tout moment, vous n'avez pas de contrôle sur une faille de sécurité, elle peut survenir. Vous ne serez pas forcément responsable. C'est-à-dire qu'on ne vous reprochera pas la faille de sécurité, on peut toujours mettre des verrous, ça n'empêche pas les cyberattaques. Hein. Comme on dit, dans un filet, plus il y a de mailles et plus il y a de trous. Donc à un moment, vous pouvez être attaqué, on ne vous reprochera pas d'être attaqué, on vous reprochera de ne pas avoir su réagir. Et donc pour réagir, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes soient suffisamment sensibilisées pour savoir ce qui est potentiellement une faille de sécurité et la remonter aux personnes qui sont capables d'en juger et de se prononcer. Souvent, donc effectivement, le mieux, c'est une équipe composée de personnes de la RSSI, hein, de la sécurité informatique et des juristes qui sont capables d'analyser ça et de dire, bon bah là, oui, effectivement, ça mérite notification ou pas, et voilà comment on va y remédier, comment on va corriger cette faille. Donc encore une fois, il faut être dans les starting blocks pour réagir parce qu'on vous reprochera de ne pas réagir. On vous reprochera pas forcément la faille, mais on vous reprochera le manque de réaction à la faille, que ce soit en termes de correction, mais pas uniquement. Le fait de notifier la CNIL sous 72 heures est effectivement une de ces nouvelles obligations à prendre en compte. Donc là, il faut faire une task force, il faut réunir les sachants dans une entreprise, voir qui est capable effectivement de qualifier la faille et écrire quelque chose. Je pense qu'il faut processer, il faut écrire quelque chose qui vous permet de remonter l'information. Sachant que ce n'est pas toujours évident de distinguer ce qui est une simple vulnérabilité d'une vraie violation de données personnelles. C'est-à-dire que les vulnérabilités d'un système, si elles ne sont pas exploitées, ce sont des vulnérabilités qui méritent d'être corrigées, mais si elles ne sont pas exploitées, il n'y a pas forcément d'atteinte à la confidentialité des données, et donc pas forcément besoin de notifier la CNIL. Voilà, donc il y a vraiment une approche à avoir. On va peut-être passer sur le reste à faire et aller sur les questions. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, donc on a à peu près fait le tour. On a vraiment voulu mettre l'accent sur ces 4 sujets qui nous paraissent absolument prioritaires. Si vous êtes au carré sur ces 4 sujets, c'est très bien, mais il en reste d'autres, effectivement. Est-ce que vous avez des questions ?